Vous êtes-vous déjà demandé comment des gens équipés d'outils primitifs pouvaient tailler du granit? Ces blocs de pierre pèsent des centaines de tonnes, mais ils sont empilés si étroitement qu'on ne pourrait même pas glisser une lame de couteau entre eux. C'est étrange, non? Les livres d'histoire affirment que les anciens bâtisseurs n'avaient que des burins en cuivre et des cordes en chanvre. Mais quand on voit des traces de forage impossibles à reproduire, même avec nos foreuses en diamant modernes, on a vraiment du mal à croire à la version officielle. Est-ce vraiment une simple coïncidence si l'on retrouve des technologies similaires au Pérou, en Égypte et au Japon, alors que ces civilisations étaient séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années? Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de 6 des endroits les plus mystérieux de la planète. Les archéologues débattent de ces sites depuis des décennies, mais aujourd'hui, on va essayer de séparer le mythe de la réalité. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans un instant pourrait bien bouleverser totalement votre vision du passé de l'humanité. Notre premier arrêt, c'est l'île de Java en Indonésie. Pendant des siècles, les habitants sont venus sur le mont Gunung Padang pour prier les esprits de leurs ancêtres. Pour eux, c'était juste une colline sacrée avec de vieilles pierres au sommet. Mais tout a changé en 2010 quand des géologues sont arrivés sur place, non pas pour prier, mais pour travailler. Ils ont commencé à scanner le sol avec des radars à pénétration de sol, dans l'espoir d'étudier l'activité sismique de la région. Et là, les appareils ont révélé quelque chose de choquant. Sous la couche de terre et d'herbe, il n'y avait pas une montagne ordinaire, mais une gigantesque structure artificielle. Quand les scientifiques ont fait une datation au carbone 14 sur de la matière organique trouvée entre les pierres à 30 mètres de profondeur, le résultat les a poussés à revérifier leur équipement. Le test a indiqué un âge d'environ 20 000 ans. Pour vous donner une idée de l'échelle, on parle de la pleine période glaciaire. Les mammouths parcouraient encore la Terre et il restait encore 15 000 ans avant la construction des pyramides d'Égypte. Cette nouvelle a instantanément enflammé Internet, parce qu'elle brise complètement notre vision habituelle du monde. Selon la science officielle, il y a 20 000 ans, les humains étaient de simples chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans des grottes et des huttes. Ils étaient tout simplement incapables, physiquement, d'organiser un chantier d'une telle ampleur. Ils n'avaient ni État, ni agriculture pour nourrir une armée d'ouvriers. Les amateurs d'histoire alternative ont tout de suite déclaré que Gunung Padang était la preuve de l'existence de l'Atlantide, ou d'une autre civilisation très avancée qui aurait disparu lors du déluge. Après tout, qui d'autre aurait pu posséder les technologies nécessaires pour créer la plus ancienne pyramide du monde, si ce n'est une race oubliée de géants ou des extraterrestres venus instruire nos ancêtres? Cependant, la réalité s'est avérée un peu plus terre-à-terre, mais tout aussi fascinante. Une fois l'excitation retombée, les géologues ont expliqué la nature de ces mystérieux blocs de pierre. Il s'agit de ce qu'on appelle des orgues basaltiques. C'est un phénomène qui se produit quand la lave refroidit dans la cheminée d'un volcan et se fissure pour former des colonnes hexagonales parfaites. Autrement dit, les briques de cette pyramide ont été moulées par la nature elle-même, et non par une usine extraterrestre. Mais le plus surprenant est ailleurs. Les peuples anciens ont bel et bien trouvé cet endroit, et sans aucune machine complexe, ils ont réussi à déplacer des milliers de ces colonnes extrêmement lourdes pour consolider les pentes et créer des terrasses. Ce n'est pas une construction en partant de zéro, mais un aménagement grandiose du paysage naturel. Le vrai mystère ici, ce ne sont pas les lasers, c'est la sociologie. Comment des tribus de chasseurs ont-elles pu s'unir et travailler ensemble pendant des siècles dans un seul but, sans roi ni surveillant? En Indonésie, les gens ont utilisé ce que la nature leur offrait, en déplaçant simplement des pierres déjà formées. Mais ce qui se trouve en Inde, la nature ne peut plus l'expliquer. Là-bas, les bâtisseurs n'ont pas érigé une montagne, ils l'ont méthodiquement détruite pour créer un chef-d'œuvre impossible à reproduire. Bienvenue dans l'état du Maharashtra, au temple de Kailasanatha. Quand on voit cette structure pour la première fois, notre cerveau refuse de comprendre comment elle a été faite. D'habitude, on construit un bâtiment de bas en haut, on pose les fondations, puis les murs et enfin le toit. Mais ici, c'est tout l'inverse. Ce temple, haut comme un immeuble de 9 étages, n'est pas construit avec des blocs. Il a été entièrement taillé dans une seule roche gigantesque de haut en bas.
Imaginez un sculpteur qui prend une pierre et enlève tout ce qui dépasse pour obtenir une statue. Maintenant, imaginez que cette statue soit un immense complexe avec des colonnes, des salles, des statues d'éléphants. Et des sculptures incroyablement complexes où chaque détail fait partie du même monolithe. Pour créer cette merveille, les ouvriers ont dû creuser et extraire 200 000 tonnes de roches volcaniques de la carrière. Si on chargeait toute cette pierre dans des wagons de marchandises, le train s'étirerait sur 40 km. Et le plus frappant, c'est que les architectes n'avaient pas le droit à l'erreur. Si un tailleur de pierre cassait accidentellement un bout de trompe d'une statue d'éléphant, il était impossible de le recoller ou de remplacer le bloc. Tout le temple aurait été gâché pour toujours. Les plaques officielles indiquent que le temple a été construit en seulement 18 ans, au 7e siècle de notre ère. Et c'est là que commencent les calculs mathématiques qui rendent les chercheurs fous. Si l'on divise 200 000 tonnes par 18 ans, cela signifie que les ouvriers devaient extraire et évacuer 30 tonnes de pierre chaque jour, sans week-end, sans jour férié, sous la pluie comme sous la chaleur. Et ça, c'est sans compter le temps passé à la planification. Et aux sculptures minutieuses. Beaucoup sont convaincus que c'est tout simplement impossible à réaliser avec une pioche et un marteau. Sur Internet, une théorie populaire veut que les anciens Indiens aient utilisé des technologies que nous avons perdues. Ça va de machines géantes dont on verrait soi-disant les traces sur les murs, à des ondes sonores dirigées capables de ramollir la pierre, ou même des lasers laissés par des visiteurs extraterrestres. Car comment expliquer autrement une telle vitesse et une telle précision, alors que même aujourd'hui, la création d'un tel monument serait un véritable cauchemar pour les ingénieurs. Pourtant, la solution ne se trouve pas dans des technologies extraterrestres, mais dans une organisation du travail absolument géniale. Les ingénieurs ont expliqué que le secret de cette rapidité résidait dans la méthode d'excavation verticale. Les ouvriers n'avaient pas besoin de hisser de lourdes pierres vers le haut, comme pour la construction des pyramides. La gravité travaillait pour eux. Ils se contentaient de jeter les débris vers le bas. Quant aux outils, les anciens artisans utilisaient des coins en acier. Ils perçaient une série de trous dans la roche, y inséraient les coins en bois sec et les arrosaient d'eau. Le bois gonflait et avec une force phénoménale fracturait la pierre exactement le long de la ligne. Et la ressource principale dont disposaient les anciens rois, c'étaient les hommes. Des milliers de tailleurs de pierre travaillaient en rotation 24 heures sur 24 pour transformer la roche en œuvre d'art. Le Kailasa n'est pas un monument dédié à des technologies oubliées, mais à la persévérance et à la discipline humaine qui sont parfois bien plus puissantes que n'importe quel laser. Ce temple est resté à la vue de tous pendant des siècles, émerveillant les pèlerins. Mais la structure suivante est restée cachée aux yeux de l'humanité sous des tonnes d'eau, jusqu'à ce qu'un plongeur solitaire, qui cherchait simplement des requins, ne la remarque par hasard. Nous partons maintenant pour le Japon, à l'extrémité ouest du pays, sur l'île de Yonaguni. En 1986, un instructeur de plongée, Kiyachiro Aratake, s'est immergé dans ces eaux pour trouver un nouveau spot d'observation des requins marteaux. Mais au lieu de poissons, il a vu au fond de l'eau quelque chose qui lui a coupé le souffle. Devant lui se dressait une immense masse de pierre, ressemblant à une pyramide à degrés ou à une forteresse. Aratake a vu des terrasses parfaitement planes, des angles droits qui ressemblaient à des marches taillées par l'homme, et même d'étranges formations faisant penser à une route contournant le monument. Les dimensions de l'objet sont impressionnantes. Il s'étend sur 150 mètres de long et 40 mètres de large. Quand la nouvelle de cette découverte a atteint le continent, le monde entier s'est mis à parler de l'Atlantide japonaise. Le problème, c'est que cette ville se trouve sous l'eau. Le niveau de l'océan dans cette région n'a été aussi bas que pendant la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Si c'est vraiment une ville construite par l'homme, elle est plus ancienne que les pyramides d'Égypte et les cités sumériennes de 5000 ans. Les partisans de la théorie d'une civilisation primordiale affirment qu'il s'agit des vestiges du légendaire continent de Mu, l'équivalent pacifique de l'Atlantide. Ils pointent du doigt des détails qu'il est difficile d'attribuer à la nature. 2 trous circulaires sur le bord d'une dalle qui ressemblent à des emplacements pour des colonnes, et un rocher qui fait penser à une tête géante de tortue ou d'homme regardant vers le sud.
Qui, à part une grande civilisation oubliée, aurait pu construire un tel port avant qu'il ne soit englouti par l'océan? La communauté scientifique s'est divisée en deux camps. Les archéologues secouent la tête avec scepticisme, mais les géologues proposent une explication intéressante. La roche de Yonaguni est composée de grès et d'argilite, des roches qui ont la particularité de se fracturer en ligne droite lors des mouvements des plaques tectoniques. De forts courants sous-marins ont emporté les petites pierres pendant des siècles, ne laissant que les gros blocs aux arêtes nettes. Ce que nous prenons pour des marches et des terrasses est en fait le résultat des forces de la nature et non de l'œuvre d'architecte. Il y a cependant une nuance sur laquelle même les sceptiques s'accordent. Il est probable que la nature ait créé une base, une sorte de brouillon, et que les peuples anciens qui vivaient là avant la montée des eaux l'aient perfectionné. Ils ont pu utiliser ces plateformes naturelles comme carrières ou comme sanctuaires en égalisant les angles et en creusant des passages. La vérité se trouve donc probablement quelque part au milieu. C'est un chef-d'œuvre créé en collaboration par la nature et l'homme. L'eau sait garder des secrets, mais parfois la terre les cache encore mieux. En Turquie, un agriculteur voulait simplement faire des travaux dans sa cave et il a trouvé l'entrée d'un véritable monde souterrain où des milliers de personnes se sont cachées pendant des siècles. Imaginez que vous faites des travaux chez vous. Vous abattez un vieux mur dans votre cave et soudain vous découvrez un tunnel sombre qui s'enfonce vers l'inconnu. C'est exactement ce qui est arrivé en 1963 à un simple habitant de la région de Cappadoce en Turquie. Il ne se doutait pas que derrière son mur se cachait non pas une simple cave, mais l'entrée de l'une des plus grandes villes souterraines du monde, Derinkuyu. Quand les archéologues sont arrivés sur place et ont commencé les fouilles, ils ont été choqués par l'ampleur du site. Ce n'était pas juste quelques grottes, mais une véritable mégalopole qui s'enfonçait sous terre sur 18 étages. Ici, dans l'obscurité totale, 20 000 personnes pouvaient vivre, manger et dormir en même temps avec leur bétail. Ils avaient tout, des écoles, des églises, des caves à vin, des pressoirs à huile et des enclos pour les moutons. Mais le plus effrayant, c'est la profondeur. Les puits descendent jusqu'à 85 mètres et l'air y pénètre grâce à un système de ventilation ingénieux, totalement invisible depuis la surface. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vivre volontairement sous terre, comme des taupes, sans la lumière du soleil? Les complotistes ont tout de suite avancé l'idée que Derinkuyu avait été construit comme un bunker en cas de catastrophe mondiale. Peut-être que les anciens se cachaient d'une guerre nucléaire du passé, d'une ère glaciaire ou même d'une invasion extraterrestre qui patrouillait dans le ciel. Les partisans de la théorie des anciens astronautes soulignent les étranges mesures de sécurité. Des couloirs étroits où l'on ne peut passer qu'un par un et des portes massives en pierre en forme de meule qui pèsent une demi-tonne et ne peuvent être fermées que de l'intérieur. De qui se protégeait-il si désespérément? Les historiens donnent une explication beaucoup plus terre-à-terre mais tout aussi dramatique. Derinkuyu était bel et bien un refuge, mais pas contre des extraterrestres, plutôt contre des humains bien réels. Ces terres ont été le théâtre de guerre pendant des siècles. D'abord les raids des Romains, puis des Arabes, et enfin des Mongols. Les habitants ont profité de la tendreté de la roche, le tuf volcanique. Cette pierre se taille facilement tant qu'elle est sous terre, mais au contact de l'air, elle durcit rapidement pour devenir aussi solide que du béton. C'était un projet de fortification idéal. Quand l'ennemi approchait, toute la population de la ville disparaissait simplement sous terre en bloquant les entrées avec ces énormes pierres. Les ennemis pouvaient marcher à la surface sans même se douter que la vie grouillait juste sous leurs pieds. Ce n'est pas un monument dédié à la peur, mais à l'incroyable soif de vivre et à l'ingéniosité de personnes acculées. Derinkuyu était un refuge pour les vivants, un endroit où les gens fuyaient la guerre. Mais dans l'océan Pacifique, il y a un endroit que les locaux appellent la Cité des Morts, et où ils ont peur de naviguer la nuit, même aujourd'hui. Si vous vous retrouvez au milieu de l'immensité de l'océan Pacifique, sur la minuscule île de Pohnpei, les habitants vous préviendront à coup sûr. Ne restez jamais dans les ruines de Nan Madol après le coucher du soleil. De jour, cet endroit ressemble à une merveille d'ingénierie. De nuit, selon les insulaires, Les esprits des anciens rois se réveillent et ils n'aiment pas les visiteurs indésirables. Nan Madol est la seule cité antique au monde construite non pas sur la terre ferme, mais directement sur l'eau,
au milieu des mangroves et des récifs coralliens. Ce n'est pas juste quelques huttes sur pilotis, ce sont 92 îles artificielles créées par l'homme, reliées par un réseau de canaux, ce qui a valu à l'endroit le surnom de Venise du Pacifique. Mais contrairement à la romantique Italie, il règne ici une atmosphère de grandeur lourde et oppressante. Les murs de la ville s'élèvent à 8 mètres au-dessus de l'eau. C'est la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Ils sont constitués de milliers de troncs en basalte noir. Chacune de ces colonnes de pierre pèse entre 5 et 50 tonnes. Si l'on additionne toutes les pierres utilisées pour la construction de Nan Madol, on arrive au chiffre de 750 000 tonnes. Pour que vous compreniez l'ampleur de cette folie, c'est comparable au volume de pierre de la grande pyramide de Khéops. Sauf que la pyramide a été construite par toute l'Égypte antique, avec sa population d'1 million d'habitants et son économie développée. Alors que sur Pohnpei, selon les estimations des anthropologues, il n'y avait à l'époque que 25 000 personnes tout au plus. Ils n'avaient ni métal, ni roues, ni équipement complexe. Pourtant, ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à déplacer ces blocs colossaux depuis les carrières de l'autre côté de l'île, à les transporter à travers la jungle et les marécages boueux, puis à les empiler dans l'eau avec une précision parfaite. Les habitants croient encore aujourd'hui que cet endroit est maudit, et ils ont de bonnes raisons de le penser. En 1907, le gouverneur allemand Victor Berg, qui dirigeait l'île, a décidé de défier les légendes. Malgré les supplications des locaux, il a ouvert l'une des tombes des anciens souverains au centre de Nan Madol. Berg a triomphé en trouvant à l'intérieur des ossements de géants qui étaient bien plus grands que des humains ordinaires. Mais son triomphe fut de courte durée. Le lendemain matin, le gouverneur est mort subitement dans d'atroces souffrances, et les médecins n'ont jamais pu déterminer la cause de son décès. Les habitants l'ont dit à l'époque, et ils le disent encore aujourd'hui, il a troublé le repos des saudeleurs. Le mystère de la construction de Nan Madol rend les chercheurs fous depuis des décennies. Comment peut-on traîner une colonne de pierre de 50 tonnes à travers la jungle, là où il n'y a pas de route ? Des roues se seraient enlisées dans la boue instantanément. Les traîner sur le sol ? Les frottements auraient été si forts qu'il aurait fallu des milliers de personnes, et l'île n'en comptait tout simplement pas autant. C'est pourquoi la magie est devenue l'explication préférée des locaux et des amateurs de mystère. Les légendes racontent que la ville a été construite par 2 frères jumeaux, Olosopa et Olosipa, venus d'au-delà des mers. On dit c'était de puissants sorciers, capables de contrôler la gravité. Ils s'asseyaient sur le rivage et jouaient de leurs instruments magiques, et au son de cette musique, les immenses blocs de basalte s'élevaient d'eux-mêmes dans les airs et volaient jusqu'à leur place, comme des oiseaux. Les partisans de la théorie des anciens astronautes vont encore plus loin. Ils pointent du doigt les étranges anomalies magnétiques souvent enregistrées dans la région de Nan Madol. Ici, les boussoles s'affolent parfois et l'électronique tombe en panne. Les complotistes pensent que ces colonnes de basalte ne sont pas de simples matériaux de construction, mais les éléments d'une gigantesque centrale énergétique ou d'une antenne laissée par des extraterrestres. Après tout, vu du ciel, la disposition de la ville ressemble vraiment à un circuit imprimé ultra complexe où les canaux serviraient de conducteurs. C'est peut-être pour ça que Victor Berg a perdu la vie. Il a tout simplement été exposé à des radiations résiduelles ou à un rayonnement inconnu. Les scientifiques, bien sûr, ne croient pas à la lévitation, mais même eux admettent que les ingénieurs de Nan Madol étaient des génies de la logistique. Le mystère du transport des pierres s'est éclairci quand les archéologues ont décidé d'arrêter de deviner pour passer à l'expérimentation. Ils ont compris que traîner ces pierres sur la terre ferme n'avait aucun sens. Les insulaires utilisaient l'océan. Ils suspendaient les colonnes de basalte sous de grands radeaux en bambou et en bois. Dans l'eau, la pierre devient un peu plus légère et la flottabilité des radeaux l'empêchait de couler. Mais comment hisser 50 tonnes à 8 mètres de haut sans grue ? C'est là qu'intervient la méthode du plan incliné. Les bâtisseurs empilaient ces colonnes en croix, exactement comme on le ferait avec des rondins pour construire une cabane en bois, mais avec de la pierre. Ils utilisaient des troncs de palmier comme levier, soulevant progressivement la structure, couche après couche. Mais la découverte la plus intéressante ne concerne pas la technologie, mais la raison même de cette construction.
Pourquoi déployer autant d'efforts? La réponse s'est avérée d'un cynisme effrayant. Nan Madol n'a pas été construit par la dynastie Sodeleur comme un temple ou une forteresse, c'était une prison dorée. L'empereur a ordonné à tous les chefs locaux et à leurs familles de venir vivre dans cette ville de pierre. Ça ressemble à un honneur, mais en réalité c'était un moyen de contrôle. Sur ces îles artificielles, il n'y avait ni source d'eau douce, ni terre pour cultiver de la nourriture. Tout, de la moindre noix de coco à la moindre goutte d'eau, devait être apporté par bateau depuis l'île principale. Les chefs se retrouvaient sous la dépendance totale de l'empereur. Si quelqu'un envisageait de se rebeller, on lui coupait tout simplement les vivres. Nan Madol est le premier camp de concentration pour l'élite de l'histoire, où l'architecture servait d'instrument à une tyrannie absolue. Les ingénieurs de Nan Madol ont utilisé la ruse pour soumettre les hommes, mais les créateurs de notre prochain site possédaient une technologie de traitement des matériaux qui laisserait perplexes même nos spécialistes modernes équipés de lasers. Nous retournons en Égypte pour descendre dans un souterrain bien plus effrayant que n'importe quelle malédiction. Tout le monde connaît les pyramides de Gizeh et le Sphinx, mais la véritable énigme de l'Égypte ne se cache pas sous un soleil de plomb. Elle se trouve profondément sous terre, dans un endroit appelé le Sérapéum de Saqqara. L'histoire de sa découverte est digne d'un film hollywoodien. En 1850, l'archéologue français Auguste Mariette est tombé sur une tête de sphinx qui dépassait du sable. Il a commencé à creuser et a découvert une allée de statues qui l'a mené jusqu'à l'entrée scellée d'un souterrain. Pour y pénétrer, Mariette a dû utiliser des explosifs, tellement le bouchon de pierre qui bloquait le passage était massif. Quand la poussière est retombée et que les archéologues sont entrés avec leurs torches, ils se sont retrouvés dans un monde de ténèbres et de silence éternel. Des galeries s'étendaient sur des centaines de mètres, taillées directement dans la roche. Mais ce qui se trouvait dans les niches sur les côtés a figé les explorateurs sur place. Il y avait 24 sarcophages géants en granit noir, rose et gris. Les dimensions de ces caissons dépassent l'entendement. Près de 4 mètres de long, plus de 3 mètres de haut. Chacun pèse entre 70 et 100 tonnes. C'est l'équivalent de 2 chars d'assaut ou d'un troupeau d'éléphants. Par-dessus reposent des couvercles de 30 tonnes chacun. Quand Mariette s'est approché de l'un de ces sarcophages, il a remarqué un détail qui lui a donné des sueurs froides. La couche de poussière sur le sol était intacte. On y voyait encore les empreintes des ouvriers qui avaient quitté les lieux 3000 ans plus tôt. Cela voulait dire que personne n'avait pillé cet endroit. Les sarcophages étaient toujours scellés. Les archéologues étaient persuadés d'y trouver les momies des taureaux sacrés Apis, parés d'or et de pierres précieuses. Mais quand ils ont réussi, au prix d'efforts surhumains, à faire glisser le couvercle, ils n'ont trouvé à l'intérieur qu'un vide absolu. Pas d'os, pas d'or, pas de poussière, juste une pierre noire parfaitement polie. C'est précisément ce fait, ce vide à l'intérieur des conteneurs les plus complexes de l'Antiquité, qui a donné naissance à des dizaines de théories. Pourquoi fabriquer un coffre-fort de 100 tonnes si ce n'est pour rien y ranger? Et c'est là qu'on en vient à la qualité de la finition, impossible à expliquer avec un simple burin et un marteau. L'ingénieur Christopher Dunn, qui a étudié le Sérapéum, a plaqué une équerre de précision contre la paroi d'un sarcophage et il n'a vu aucun jour passer. La surface était parfaitement plane, avec une marge d'erreur de l'épaisseur d'une fraction de cheveux humains. Plus incroyable encore, les angles intérieurs faisaient exactement 90 degrés. Essayez d'imaginer. Un tailleur de pierre doit se glisser à l'intérieur de cette boîte en granit et, à l'étroit, à la lueur d'une lampe à huile, polir l'une des pierres les plus dures au monde. Pour obtenir une précision optique. Un seul faux mouvement et la surface est gâchée. Les amateurs d'histoire alternative en sont convaincus. Le Sérapéum est une installation technique. Les sarcophages sont faits de granit, une roche très riche en quartz. Et le quartz, lorsqu'il est comprimé, peut produire de l'électricité. Selon cette théorie, ces caissons auraient pu faire partie d'une gigantesque batterie,
ou même d'une machine de téléportation. D'autres pensent qu'il s'agissait d'abris conçus pour protéger un patrimoine génétique des radiations. Après tout, une épaisse couche de granit est un excellent bouclier. Ou peut-être que les créatures qu'on y gardait se sont tout simplement téléportées ou élevées au ciel, laissant leur capsule vide. Les égyptologues, bien sûr, rejettent ces histoires de téléportation. Ils s'appuient sur les inscriptions trouvées sur certains sarcophages. Ce sont des hiéroglyphes grossièrement gravés qui contrastent violemment avec le polissage parfait. De la pierre. Les scientifiques estiment que ces sarcophages ont été fabriqués par des artisans de l'Ancien Empire qui maîtrisaient des technologies aujourd'hui perdues. Des millénaires plus tard, leurs descendants, moins avancés, les auraient découverts et auraient essayé de les utiliser pour leur propre culte en y gribouillant maladroitement « Ici repose un taureau ». Côté technologie, la science avance l'hypothèse de scie en cuivre utilisée avec un abrasif comme le corindon ou le sable de quartz. Des expériences ont montré que le cuivre peut effectivement scier du granit si on y ajoute des tonnes de sable, mais à une vitesse de seulement quelques millimètres par heure. Pour fabriquer un seul de ces sarcophages à la main, il aurait fallu des décennies de travail ininterrompu à toute une équipe d'artisans. Mais la grande question, à laquelle la science n'a toujours pas de réponse claire, c'est la logistique. Les tunnels du Sérapéum sont étroits, 2 personnes ont du mal à s'y croiser. Comment ont-ils pu y traîner des blocs de 100 tonnes? Comment les ont-ils fait tourner à angle droit dans des couloirs aussi exigus? Et surtout, comment ont-ils descendu ces sarcophages dans des niches situées en contrebas du sol, pour ensuite les recouvrir délicatement de couvercles de 30 tonnes, le tout sans système hydraulique? L'espace entre le mur de la niche et le sarcophage ne dépasse parfois pas 40 cm. Il n'y a tout simplement pas la place d'y glisser des leviers ou des ouvriers. Le Sérapéum reste sans doute l'artefact le plus dérangeant pour les historiens, car on a sous les yeux un résultat qui serait incroyablement difficile à reproduire, même avec nos grues et nos machines modernes. Aujourd'hui, nous avons fait un voyage incroyable. Nous avons vu une pyramide plus ancienne que l'histoire elle-même. Nous sommes descendus à 18 étages sous terre en Turquie et nous avons essayé de comprendre la logique des bâtisseurs qui ont déplacé des montagnes en Inde et en Égypte. Ces sites sont éparpillés sur différents continents, mais ils ont une chose en commun. Ils défient notre conception de ce qui est possible. C'est facile de tout mettre sur le compte des extraterrestres ou de la magie. C'est beaucoup plus difficile, mais aussi plus important, d'admettre une autre réalité. Les peuples anciens n'étaient pas primitifs. Certes, ils n'avaient ni iPhone, ni laser, ni Internet, mais ils possédaient ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Du temps, de la patience et un but grandiose pour lequel ils étaient prêts à travailler pendant des générations. En regardant ces mégalithes, on comprend que l'humanité est capable de choses extraordinaires. Peut-être que nous n'avons pas perdu les technologies du passé. Peut-être avons-nous simplement oublié de quoi l'être humain est capable quand il est guidé par la foi et non par des algorithmes. Et qui sait ce que nos descendants déterreront dans 10 000 ans à l'emplacement de nos villes? Seront-ils tout aussi émerveillés par nos accomplissements ou les considéreront-ils comme une énigme impossible à expliquer? Dites-moi dans les commentaires quelle structure vous a le plus impressionné. Et n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire cache encore bien des mystères qu'il nous reste à découvrir. À très vite!